Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans V8 sur le circuit des 24 heures. Cette semaine, nous essayons l'Open Meriva et vous aurez tous les commentaires et toutes les images de cette fameuse course des 24 heures du Mans. Mais on commence cette émission par un hommage rendu à Jean Rondeau. Au musée des 24 heures, 30 ans déjà que Jean Rondeau remportait les 24 heures du Mans avec Jean-Pierre Josso au volant de la M379B. Le musée des 24 heures accueille du 29 mai au 5 septembre 2010 une exposition temporaire sur Jean Rondeau. Jean-Pierre Josso est venu inaugurer cette exposition, vainqueur 2 fois des 24 heures du Mans en 1978 sur Renault et sur Rondeau en 1980, voilà 30 ans. La victoire avec Renault, c'était la première. J'étais très inquiet parce que j'ai pas terminé moi cette fois-ci parce que j'étais inquiet sur le comportement de la boîte des vitesses. Et quand j'ai su que Didier Pironi, lui, n'avait pas de problème de ce côté-là, je lui ai demandé, enfin on lui a demandé s'il voulait bien prendre le dernier relais. Il a dit oui, mais si j'avais su l'état dans lequel il était à l'arrivée, je peux te dire que j'aurais jamais laissé le volant, hein. Ça c'est certain. Avec Jean, moi j'ai eu les petits problèmes à la fin. Ça a été tendu à ce moment-là. Mais bon, après ça, la route étant bien droite et puis sèche, entre le tertre rouge et puis Arnage, ça va, je rattrapais le temps perdu sur la pluie. A priori, sur le papier au départ, on n'était pas forcément donné gagnant, mais c'était ne pas croire à la qualité de la voiture que Jean Rondeau avait réussi à mettre sur pied avec toute son équipe. Et puis, on n'a pas été mauvais non plus au niveau du pilotage. On a respecté le tableau de marche qu'on s'était affiché et finalement, ça a bien fonctionné. Les seuls problèmes étant les deux périodes, les grosses deux périodes de pluie. Et là, manifestement, on n'a pas eu de chance au départ. C'était Jean qui est parti en tête à queue dans la côte d'un lot qui a cassé le capot avant. Et puis malgré ça, on a continué. Et puis à la fin, c'est 3 quarts d'heure avant l'arrivée, j'ai fait un énorme tête à queue qui s'est terminé heureusement très bien sans avoir rien touché. Après avoir fait une glissade en travers de 250 mètres à peu près. Et puis le moteur ne voulait pas repartir, alors qu'il était arrêté. Et là, ça a été des grands moments, on se sent tout seul. Si jamais j'arrive pas à remettre en route la voiture, je pense qu'il y a toute une équipe qui me poursuit et qui me poursuivrait encore parce que j'aurais loupé ce truc-là. Je n'avais pas le droit de faire un tête à queue, mais je l'ai fait, j'étais en pneu slick sous une flotte intense. Et bon, le ciel était avec moi ce jour-là. Un type qui avait des visions, mais des visions réalistes. Et il s'était dit, d'abord, quand il était petit, il voulait être pilote. Et puis, par la suite, très vite, étant au Mans, je serais constructeur. Jouer sur les deux tableaux, parce qu'il faisait les deux. Il a su faire les deux. Et puis, il a su synthétiser autour de lui toute une troupe de gens. Au départ, c'était la plupart des bénévoles. Et puis des fanats, des types. C'est l'époque formidable quand tu démarres une affaire comme ça, où tout le monde tire dans le même sens. C'est extraordinaire.
Pour être honnête, en 2009, je ne croyais pas à la victoire Peugeot. Je pensais qu'Audi cachait bien son jeu et que les Allemands ne laisseraient pas échapper la victoire si facilement. Je me suis trompé, tant mieux pour Peugeot. En 2010, je croyais vraiment que Peugeot allait gagner, fort de l'expérience de la victoire 2009 et des erreurs commises en 2008. Il n'en est rien, je me suis encore trompé. Tant pis pour Peugeot. Audi a cette fois bien caché son jeu. Et Peugeot a commis des erreurs de stratégie, non pas de course, mais de préparation, châssis, moteur, transmission, électricité. Le châssis cassé de la voiture numéro 3 de Bourdet n'est pas admissible. Peugeot devra en tirer les conséquences avec son fournisseur de châssis carbone. Quant au moteur, le règlement 2010 imposait une bride qui devait réduire la puissance. Peugeot a choisi de pousser ses moteurs en augmentant la puissance avec plus de gasoil injecté. Mais la fragilité était au bout du chemin. Les limites sont dépassées. Il ne reste que le temps de la pole, 3 minutes 19 secondes 711, et le record du tour en course, 3 minutes 19 secondes 074. Et aucune voiture à l'arrivée. Pour Audi, l'évolution des moteurs a suivi le règlement. Moins de puissance, 2 à 3 secondes de plus au tour que les Peugeot, mais une régularité à 3 minutes 22 secondes tout au long de la course qui amène à la victoire des 3 voitures allemandes. Un vrai choix d'endurance. Audi a beaucoup de moyens et a mené une préparation dans l'ombre efficace pour apporter une fiabilité nécessaire à cette épreuve. Bravo Audi qui au passage bat le record de la distance, 397 tours couverts, soit 5410 km. Maigre consolation pour Oreca, la Peugeot numéro 4 détient, on l'a dit, le record du tour en course avec Loïc Duval en 3 minutes 19 secondes 074 avant de casser son moteur. Oreca place cependant son proto AIM à la 4e place derrière les Audi. Dans les autres catégories, les LMP2, saluons la victoire de la HPD numéro 42 du Straka Racing, arrivée à la 5e place du classement général devant la Pescarolo numéro 35 du Hawk Racing. En GT1, c'est la Saline numéro 50 de l'Arbre Compétition qui l'emporte. Et en GT2, belle bagarre entre Porsche, Ferrari, Corvette, Ford et BMW, avec la victoire de la Porsche numéro 97 du team Felbermayr, devant la Ferrari numéro 89 du Hankook Racing. Et pour terminer, une pensée pour Nigel Mansell, ce grand champion du monde de Formule 1 qui n'a fait qu'un quart d'heure de course avant de sortir de la piste. Opel présente la deuxième génération du Meriva, un mini-space à succès qui s'améliore nettement avec l'adoption de 2 portes arrière à ouverture inversée. Le petit monospace d'Opel, le Meriva, date de 2003. En 7 ans, plus d'1 million de modèles sont vendus. C'est un beau succès et au lieu de procéder à un simple restyling, Opel a préféré repenser complètement son mini-space. Cette deuxième génération s'allonge de 23 cm et affiche une longueur de 4,29 m. La face avant adopte le nouveau style Opel inauguré par l'Insignia. Des chromes entourent le logo et les phares sont imposants.
Le profil est élégant et on remarque le décrochage des vitres arrière ainsi que les deux poignées côte à côte dévoilant la grande originalité du Meriva, les portes antagonistes. Un système ingénieux et seulement réservé jusqu'à présent à la Mazda RX-8 et à la Rolls-Royce Ghost, excusez du peu. À l'usage, l'ouverture des portes arrière se révèle très pratique. Cela facilite l'accès à bord, la porte s'ouvre presque à 90 degrés et on ne peine plus à installer un enfant à l'arrière par exemple. À l'intérieur, l'habitacle a également bien progressé. Les plastiques sont de meilleure qualité, les teintes sont plus gaies et l'équipement est complet du moins à partir de la finition Enjoy. Dans le Meriva, on prend soin de votre dos. S'installer à l'arrière est facilité par la porte à ouverture face à la route et les sièges avant offrent une assise généreuse et confortable en position élevée. Les sièges d'arrière ont également une astuce. En escamotant l'élément central, ils peuvent coulisser latéralement et se recentrer, offrant à deux passagers plus d'aisance et plus de largeur au coude. Opel a repensé toute son offre de motorisation, avec 3 blocs essence, 1,4 litre déclinés en 100, 120 et 140 chevaux. L'offre diesel se compose d'un bloc 1,3 litre CDTI de 75 chevaux et 1,7 litre de 100 chevaux, et sera complété à la rentrée du 1,3 litre en 95 chevaux et du 1,7 litre en 110 et 130 chevaux. D'ici 2011, Opel compte proposer également une version GPL. Le moteur essence 1,4 litre de 120 chevaux est souple et ne rechigne pas dans les relances. Avec son châssis dérivé du Zafira le grand frère, le Meriva offre une bonne tenue de route dans un confort correct. Pour les prix, la nouvelle génération du Meriva coûte plus cher. Les tarifs s'échelonnent de 15 400 à 23 500 € et ne sont pas très bien placés face aux Citroën C3 Picasso, Kia Soul, Nissan Note ou Renault Grand Modus. Conclusion, l'Opel Meriva a bien progressé, sa ligne plus moderne et ses portes antagonistes apportent une originalité. L'inconvénient vient finalement du prix, un peu élevé. Dans ce cas, le succès de la première génération va-t-il se confirmer avec ce deuxième opus? Rien n'est moins sûr car la concurrence est rude dans ce créneau des mini-spaces. La semaine prochaine, nous reviendrons sur ce week-end des 24 heures du Mans avec le classique British Welcome de Sa Saturnin et nous essaierons le Dacia Duster. Bonne route, à bientôt!